Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand les machines ont été remises en marche, le brouillard a enveloppé complètement le navire, mais les unités soviétiques ne se sont pas éloignées pour autant. Alors que les bateaux russes avaient presque complètement disparu, là, c'est vraiment la brume, on se croirait dans le triangle des Bermudes, c'est une horreur. La brume s'est dissipée autour de l'Explorer, et soudain, vous avez un navire soviétique guidé par satellite et un hélicoptère qui ont surgi en même temps. L'hélicoptère a fait plusieurs fois le tour de l'Explorer et les hommes ont vu distinctement le pilote, c'est dire à quel point il était prêt. Mais de nouveau, le brouillard est revenu et l'hélicoptère s'est en allé, c'est parti parce qu'évidemment c'est dangereux. Les responsables de la CIA ont ordonné aux hommes de bien vérifier si les bâches étaient correctement tendues et masquaient complètement les ouvertures. Soudain, un homme a tendu le bras vers le ciel, a crié quelque chose que personne n'a compris. Dans un vacarme assourdissant, l'hélicoptère russe piquait droit sur le navire. Comme une bombe, il a crevé la nappe de brouillard, rasé les têtes de l'équipage, atterré évidemment, et n'a évité qu'à la dernière seconde le derrick au prix d'une ultime et périlleuse manœuvre. La moindre erreur d'évaluation, c'était la collision, et alors là, la catastrophe irréparable qu'on peut imaginer. Vous voyez, c'est pas été de tout repos comme mission. Après avoir effectué quelques nouveaux survols, l'appareil a disparu dans le brouillard, estimant qu'il ne reviendrait pas. Les responsables de la CIA ont donné l'ordre de remettre une fois de plus les machines en marche. Clémentine et l'avant du sous-marin ont entamé la dernière partie de leur longue remontée. Finalement, la lueur des projecteurs de Clémentine est apparue comme un monstre gigantesque sortant de l'ombre. On a stoppé Clémentine 30 mètres sous le navire. On a descendu les leviers de chargement. 20 minutes plus tard, Clémentine se trouvait de nouveau dans la Moonpool. Le système hydraulique de fermeture des portes est alors entré en action. Depuis les essais en mer et les problèmes qui s'étaient posés à l'époque, souvenez-vous de l'épisode 1, l'étanchéité n'avait jamais été parfaitement assurée. Si les portes refusaient une nouvelle fois de fonctionner correctement, l'équipage ne pourrait pas découper le sous-marin et le navire serait considérablement ralenti pendant son voyage de retour. Alors les hommes ont retenu leur souffle. À nouveau, de longues minutes plus tard, les deux portes se rejoignaient enfin. C'est le moment pour les pompes d'entrer en action. Elles ont commencé l'évacuation des 15 millions de litres d'eau de mer emprisonnés alors dans la Moonpool. Le sous-marin était lui couvert d'une fine couche de vase. Malgré un séjour de 6 ans dans l'eau salée, le métal est en excellent état. Les détecteurs indiquent malgré tout que des radiations radioactives s'en échappaient. Le niveau de radioactivité était quand même important, jusqu'à 3 mètres de la coque, et les hommes qui terminaient l'installation des poutres ont reculé précipitamment quand on les a prévenus du danger, bien entendu. Encore une fois, souvenez-vous, ils ont été parfaitement entraînés. À l'arrière de la Moonpool, les médecins, les infirmiers ont enfilé les combinaisons anti-radiation. La première phase de l'opération terminée, vêtus de ces costumes complètement étanches, ils ont suivi le couloir, ils ont descendu les escaliers, on imagine ça, et ils se sont dirigés à leur tour vers le sous-marin. Les unités soviétiques, elles, maintenaient toujours leur surveillance à distance quand l'équipage a pu lire sur les téléscripteurs une nouvelle tout à fait inattendue. Au cours d'une conférence de presse télévisée, le président Richard Nixon venait à annoncer au pays qu'il démissionnait. Ça vous met un peu l'ambiance, encore une fois, je trouve ça marrant. Les médecins, les infirmiers, uniquement chargés de sortir les cadavres, ne se sont pas préoccupés de l'aspect extérieur, eux, de la masse métallique, évidemment. Il y a des cadavres à l'intérieur, donc on s'en est occupé. Personne n'était sûr qu'il resterait quelque chose des 70 sous-marins soviétiques qui avaient péri dans la catastrophe, mais étant donné quand même l'odeur assez désagréable, je dois dire, qui avait envahi peu à peu la Moonpool, on pouvait s'attendre à trouver quand même de la chair pourrie. Les médecins ont découvert assez rapidement ce qu'ils cherchaient. Ils venaient de trouver 3 cadavres presque complets quand même, et un assez grand nombre de bras, de jambes, de morceaux divers. C'est pas très ragoûtant, mais bon, c'est la vérité, pour en reconstituer quand même 3 autres. On les a mis dans des sacs plastiques hermétiques qui ont été entreposés dans une cabine prévue à cet effet quand même. Encore une fois, tout est prévu. Le découpage de l'épave et l'emballage des pièces allaient revenir à l'équipage B qui prendrait possession du navire, mais à Hawaï cependant. Malgré tout,
c'est l'équipe de médecins et d'infirmiers qui a découvert dans une cabine une étagère chargée de livres et un journal manuscrit complètement détrempé, vous l'imaginez bien. La couverture, malgré tout, était intacte, mais les notes, elles, étaient presque totalement effacées. Le journal a été immédiatement transmis au laboratoire où les spécialistes allaient pouvoir rendre au papier son apparence et sa consistance d'origine au moyen de produits chimiques déshydratants à base d'alcool. Et après avoir séjourné quelques heures dans cette solution, le journal est devenu presque entièrement lisible. Ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, on a l'IA, mais à cette époque, il y avait encore des techniques très artisanales, j'allais dire. Il n'y avait pratiquement pas de rouille sur la coque quand on l'a remontée, c'est quand même dingue, mais exposée à l'air marin, elle a pris presque à vue d'œil une teinte marron. Les appareils de conditionnement d'air ne suffisent pas, évidemment, à créer un courant d'air frais dans la moonpool. L'air malsain était donc recyclé, on y respire difficilement. En plus, des particules radioactives se sont fixées sur les filtres, si bien que les appareils ont été rapidement contaminés. Le rôle de ces appareils, c'était de retarder autant que possible l'oxydation pour que l'équipage B à Hawaï puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais finalement, ils se sont révélés assez peu efficaces. Alors ne croyez pas que ce qui reste est beaucoup plus facile. Le découpage, en fait, est véritablement une opération dangereuse et nerveusement éprouvante. On n'a radiographié que les premières sections de coque. Et comme on supposait que les torpilles nucléaires, ou ce qu'il en restait, se trouvaient à l'avant, les hommes sursautaient, évidemment, chaque fois qu'une gerbe d'étincelles jaillissait sous la flamme du chalumeau. Donc ça vous donne un peu l'idée aussi de comment ça se passe. Ils sont enfin pénétrés à l'intérieur et allongés dans la boue, ont commencé à fouiller. Les cloisons étaient tordues, ce qui rendait toute progression évidemment difficile. Le sol était recouvert d'une couche d'huile, de graisse mélangée à des algues, du sable, de la vase. Les hommes tombaient fréquemment sur des morceaux de cadavres. C'est pas très ragoûtant et en même temps, ça aussi, ça ajoute de la tension quand même. Ça reste des êtres humains, ils passaient lentement les mains dans la boue, ils en sortaient des cheveux, des morceaux de chair, des doigts, des mains, voilà dans quoi ils étaient. Ça a été une expérience extrêmement éprouvante, horrible même, d'après ce qu'on sait, malgré les 3 épaisseurs quand même de gants qui leur évitaient tout contact direct, évidemment, avec ce qu'ils ramassaient. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'était contaminé. Les objets personnels devaient être jetés à la mer en même temps que les corps. C'est éprouvant quand même. Alors ils ont réussi presque tous à passer des bijoux quand même. Tous ces objets étaient radioactifs, mais les hommes étaient persuadés qu'un bon lavage suffirait. Les pièces du sous-marin, quant à elles, étaient soigneusement lavées, puis emballées dans des caisses de bois, embarquées à cet effet. Tout ce qui était récupérable était enveloppé dans du plastique, stocké dans des containers. On décontaminait les morceaux de métal en les frottant à l'eau et au savon au moyen d'une technique qu'on appelle décontamination sonique et qui consiste à faire passer dans un récipient plein d'eau des ondes sonores qui décollent en fait les particules radioactives des matériaux qui s'y trouvent plongés. En ce qui concernait les hommes, la seule méthode était le nettoyage complet à l'eau et au savon. Les médecins déshabillaient entièrement toute personne contaminée, même légèrement, puis effectuaient un nouveau contrôle. Et si l'aiguille du compteur décelait encore des traces de radioactivité, il lui était interdit de toucher ses vêtements et même sa peau avant d'être sous la douche. On jetait les vêtements carrément à la mer, y compris les bottes, qui étaient quand même très coûteuses en plus. Après un nouveau contrôle, ceux qui étaient toujours contaminés devaient repasser sous la douche, etc. etc. C'est pas très... les balancer à la mer, c'est pas terrible en termes de responsabilité sociétale. Mais bon, la CIA a décidé d'inhumer les marins soviétiques avec tous les honneurs, sachez-le. Il y avait 6 sacs de plastique contenant chacun un cadavre ou un nombre suffisant de morceaux pour en constituer un. Les funérailles se sont déroulées alors qu'aucun navire, heureusement, n'était en vue et l'équipage y assistait au complet. On a emporté les corps des marins enveloppés dans des drapeaux soviétiques qu'on a retirés avant de glisser les sacs plastiques dans le cercueil. L'aumônier a récité des prières en anglais et l'un des interprètes les a traduits en russe. Et puis on a joué l'hymne américain et l'hymne soviétique. La royale, c'est la classe quand même. Moi je suis désolé, mais c'est la classe. On a pris soin aussi
de filmer la cérémonie. Elle s'est déroulée, comme je l'ai dit, avec tous les honneurs tels qu'ils sont définis dans le manuel du marin soviétique. La CIA voulait effectivement être en mesure de prouver que les funérailles s'étaient bien déroulées dans les règles, pour le cas où les Russes auraient vent de l'opération et auraient voulu s'assurer que les corps de leurs marins avaient été honorablement traités, ce qui a été le cas. On a fait de nouveau de très intéressantes découvertes. Vu de l'intérieur, la coque paraissait irrégulière et grossièrement construite. Eh bien, tous ces éléments n'avaient pas la même épaisseur et les soudures fixant les plaques les unes aux autres étaient en train de s'effriter. Eh bien, cette découverte a surpris les techniciens de la CIA qui croyaient que la technologie soviétique en matière de métallurgie et de soudure avait 15 ans d'avance. Or, les soudures étaient loin de valoir celles que réalisaient les États-Unis et les équipements automatiques. Si vous voulez, le Golfe 2 ne semblait pas être une unité fiable à grande profondeur, tout simplement. Et nombre de tubulures et d'équipements étaient en cuivre, en bronze, d'autres en matériaux coûteux. Les éléments comparables de sous-marins américains étaient composés d'alliages à base d'aluminium, plus légers, beaucoup moins chers. Mais le plus surprenant, c'est surtout ce qu'on avait découvert, c'est le gaspillage en fait de ces matériaux. En démontant une cloison, l'équipage a découvert également que le compartiment était soutenu par des poutres en bois. Ça, c'est complètement dingue. Et là encore, ça rejoint aussi les émissions sur la bombe atomique, etc., où on croyait que les Allemands étaient très en avance. Mais parfois, on se fait des fantasmes et on se rend compte aussi, on s'est rendu compte dans les années 90, quand le mur a commencé à s'ouvrir et qu'on a quand même découvert des choses, que les soviétiques, c'était quand même pas la très très haute technologie, ils en étaient quand même assez loin. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.